Bonjour chers élèves, alors on reprend les vidéos, je crois que tout fonctionne bien, là je peux l'arrêter très bien. Donc, euh, alors je m'étais arrêté à la dernière vidéo sur euh, la classe en soi et pour soi que représentait la classe ouvrière durant les Trente Glorieuses, donc pour dire que l'analyse marxienne de la stratification sociale, enfin de la structure sociale était particulièrement pertinente pour décrire les évolutions de la société des Trente Glorieuses, et en particulier les caractéristiques de ce qu'on a appelé donc la classe ouvrière durant cette époque. Euh, alors à partir des années 1980, hein, c'est ça dont il va être question dans ce grand B, apparaissent des théories qui viennent remettre en question le paradigme marxiste. Le terme paradigme, c'est un terme qu'on emploie pour désigner voilà, un ensemble d'idées, un système de pensée qui est dominant à une époque. Donc là, il s'agit de remettre en cause le paradigme marxien ou marxiste qui a été dominant jusqu'à la fin, on va dire, des années 1970. Alors je fais une remarque avant de commencer la lecture, puisque je crois comprendre que la question de la moyennisation a été assez mal comprise par, par certains d'entre vous. C'est probablement parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédemment, la difficulté de ce chapitre est bien de mener de front deux observations. Une observation de la réalité sociale, hein, une observation de ce qui se passe objectivement dans la société, et une observation des théories qui nous sont proposées par les sociologues pour décrire de manière, on va dire, compréhensible, heuristique, voilà, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Donc à partir des années 80, quand on essaye de dire qu'il y a une moyennisation de la société, ou qu'on s'interroge sur la pertinence d'une vision de la société comme moyennisée, on s'interroge sur la pertinence d'une théorie, on va la voir tout à l'heure, c'est-à-dire à l'approche de Henri Mandras, mais on s'interroge aussi sur ce qui s'est objectivement passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans la société française a changé par rapport aux Trente Glorieuses, et qui nous laisse à penser qu'il y aurait eu une moyennisation de cette société. Donc j'espère que vous comprenez bien la nuance, hein. Il y a la théorie de Mandras, de la moyennisation, et il y a les transformations objectives de la société, dont on peut considérer qu'il s'agit d'une moyennisation ou pas. D'accord? Ça aussi, c'est une question d'interprétation des statistiques. Peut-on parler de moyennisation statistique ou pas? Donc voilà ce qu'on se propose de faire dans ce grand B. Donc on y va, je commence la lecture. Donc dans cette sous-partie, alors peut-être que je vais me répéter du coup, dans cette sous-partie, nous allons voir que depuis les années 1980, l'analyse de la structure sociale proposée par Marx a perdu de sa pertinence. Ça veut dire que la théorie marxienne ressemble moins à ce qu'on peut observer réellement dans la société. Les classes sociales d'antan, en particulier, d'antan ça veut dire de l'époque, de la belle époque où le marxisme régnait en maître. Les classes sociales d'antan, en particulier la classe ouvrière, semblent s'être affaiblies sous l'effet de plusieurs facteurs, que l'on va aborder dans ce petit 1. Puis nous verrons que l'appartenance à une classe sociale fait de moins en moins sens pour les individus qui désormais s'identifient à d'autres critères de lutte, des critères ethniques, des critères de genre, d'orientation sexuelle, entre autres, hein, on peut avoir plein d'autres critères, hein, ça peut être le critère régional par exemple, ou alors le critère générationnel. En ce moment, voilà, je fais une parenthèse, mais l'expression boomer, c'est l'émanation d'une rupture générationnelle, hein, entre les jeunes de maintenant et les vieux qu'on appellerait les boomers qui, comme ils sont vieux, comprendraient plus rien au monde de maintenant. Donc ça, c'est aussi l'idée qu'il y a des fractures générationnelles, hein, à l'intérieur d'une société. Donc je poursuis. D'autres sociologues pensent, quant à eux, que le nouveau clivage structurant la société et cristallisant les luttes est le clivage générationnel. Bon, c'est ce que je viens de dire, hein. Les vieux contre les jeunes. Bon voilà, on en parlera plus tard.
Ces changements fragilisent alors la pertinence de l'analyse en termes de classe sociale élaborée par Marx. Donc, petit 1, la moyennisation, une remise en cause des classes en soi. Donc, dans cette première sous-partie, l'idée va être double. Il va s'agir de montrer que, objectivement, la société française s'est transformée durant les 30 Glorieuses, et qu'arrivé dans les années 80, on n'est plus affaire à une société comme avant, où la société est très différente, et qu'elle se serait moyennisée. Il va s'agir de montrer en quoi, selon quels critères justement, la société est devenue une espèce de grosse société moyenne. Et est-ce que c'est pertinent ou pas de se poser ce genre de questions? Donc on va voir ça, donc objectivement, ce qui s'est passé. Et après, on verra ce que les sociologues en disent. D'accord? Donc ce que la théorie de la moyennisation essaye de nous expliquer sur ce qui s'est passé. D'accord? Donc ça, et la théorie, ce sera justement celle de Mandras. Donc là, toute cette partie qui va commencer constitue une description objective des transformations de la société. D'accord? Donc on y va. Au cours des Trente Glorieuses, la société française a connu de profondes transformations économiques et sociales. Pour certains sociologues comme Henri Mandras, la société française se serait moyennisée. Vous voyez, on met ça au conditionnel, ce serait. On ne dit pas elle s'est moyennisée, c'est une hypothèse qu'on fait. Lui, il croit voir ça. Donc c'est intéressant de voir qu'il faut mettre les choses au conditionnel. On verra après si on peut carrément dire que ça c'est fait ou pas. Mais en tout cas, le débat reste ouvert en laissant les choses écrites au conditionnel. Donc la moyennisation, c'est un phénomène que l'on peut désigner par une tendance à la réduction des inégalités de niveau de vie, qui se traduit par le développement numérique de la part des classes moyennes dans la société, le phénomène contraire se nommant la polarisation. Donc ça, j'espère que vous avez bien compris. Quand on parle de moyennisation, la définition objective, c'est que les inégalités se réduisent. Voilà. Et en fait, plus les inégalités se réduisent, plus, si vous voulez, l'écart type, on a vu ça en statistique, l'écart type entre les différentes données de la société se réduit. Parce que on est tous de plus en plus proches de la moyenne. Si si les inégalités de salaire se réduisent, que les plus pauvres gagnent plus ou rattrapent le salaire des plus riches, ça veut tout simplement dire qu'ils se rapprochent de la moyenne. Donc on se moyennise. D'accord? Donc il faut bien comprendre que moyennisation et réduction des inégalités, c'est la même chose. Le contraire étant donc la polarisation, ce serait au contraire un écartement plus grand des inégalités. Si les salaires des plus riches augmentent plus vite que les salaires des plus pauvres, là on est face à une polarisation. L'éventail des salaires s'agrandit, donc ça se polarise. On s'éloigne, les deux extrêmes s'éloignent de la moyenne. Et l'écart type de la série statistique, lui, augmente. Donc je poursuis. Les classes sociales et leurs spécificités se seraient effacées au profit de la formation d'une vaste classe moyenne, et cela constituerait la fin des classes en soi. La vision de Marx de la structure sociale perd donc de sa pertinence dans la mesure où les différents groupes sociaux connaissent un rapprochement de leur niveau de vie. Ça, c'est la première grande idée qu'on va développer. Ça, c'est une très grande annonce de plan que je suis en train de vous faire. Donc l'idée, c'est que si tout le monde a les mêmes conditions de vie, les mêmes niveaux de vie, l'idée que la société serait inévitablement coupée en deux entre les bourgeois et les prolétaires étant l'extrême pauvreté et les bourgeois vivant très bien, cette vision-là, elle est plus si pertinente. Si tout le monde vit globalement à peu près pareil, dans des conditions de vie correctes, et globalement moyennes. Donc ça, c'est un premier élément. Si ça se moyennise en matière de niveau de vie, alors cela veut dire qu'on a affaire à une société qui se moyennise. Donc moyennisation des niveaux de vie, moyennisation de leur niveau culturel et éducatif, ça c'est pareil. Dans les vidéos précédentes, on a dit que ce qui caractérisait les ouvriers, c'était un manque, alors peut-être pas un manque parce que ce serait normatif, mais en tout cas un faible niveau de capital culturel, ou un faible niveau éducatif scolaire. Les ouvriers, enfants d'ouvriers, ils vont au collège, et puis après ils arrêtent l'école. Donc eux, ils vont directement à l'usine retrouver papa. Donc
il n'y a pas de... Le niveau culturel et éducatif est extrêmement clivant dans les sociétés où les classes sociales sont très présentes selon Marx. Donc si on a affaire à une société au contraire où tout le monde se met à avoir un niveau éducatif et culturel relativement élevé et puis relativement proche, les gens ont les mêmes niveaux d'études, sont tous très nombreux à avoir le bac, à faire des études supérieures, bon bah c'est un clivage encore qui disparaît, hein. Il n'y a plus les fils d'ouvriers qui feraient pas d'études et les bourgeois qui feraient des études. C'est tout le monde qui plus ou moins fait des études. Et donc ça participe encore une fois d'une moyennisation de la société. Donc ça c'est un fait aussi, hein, qu'il y a un niveau qui s'est élevé en matière culturelle et éducative. Donc ça remet encore en cause l'analyse marxienne. Ensuite, et une réduction de leurs effectifs au profit des groupes socio-professionnels moyens, comme les professions intermédiaires et les cadres. Donc ça, c'est le troisième élément, c'est l'idée que les classes sociales, si elles ont existé, elles existaient durant les Trente Glorieuses, déjà parce qu'elles existaient numériquement. Les ouvriers étaient très nombreux. Donc c'était une classe qui était visible, facile à reconnaître, et c'était un acteur très important de la société française. Les classes moyennes des Trente Glorieuses, elles étaient faibles numériquement. C'était avant tout des artisans, des commerçants, voilà, et en plus, numériquement, ils n'étaient pas très nombreux. Les années 80 voient apparaître l'émergence d'une vaste classe moyenne, dont la catégorie de référence et la profession intermédiaire ou la catégorie des cadres. Donc les ouvriers, eux, deviennent une catégorie qui décline numériquement, hein, on va y revenir, au profit de catégories voilà, moyennes qui font partie du ventre mou, pourrait-on dire, hein, des PCS, qui sont professions intermédiaires, et au-dessus, les cadres. Donc ça aussi, ça remet en cause l'analyse marxienne, hein, dans le sens où les classes sociales, et en particulier la classe ouvrière, disparaît numériquement. Donc c'est bien une remise en cause, encore une fois, du modèle. Enfin, ces transformations appellent de nouvelles théorisations de la structure sociale, comme le propose Henri Mandras et sa vision cosmographique de la société. Donc en fait, dans cette partie, on fait le choix d'aborder la théorie à la fin de la partie. D'abord, on fait la liste de ce qui a changé objectivement dans la société, et après, on expose la proposition théorique qui est faite par Henri Mandras et la portée que ça peut avoir. D'accord ? Donc voilà pour c'est une grosse introduction, il y a beaucoup d'arguments hein, qui vont être évoqués. Ils ne sont pas tous attendus dans une copie, mais au moins vous êtes quand même bien armé pour un sujet comme ça au bac. Bon, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup, donc je vais couper la vidéo et en redémarrer une juste après pour essayer de, voilà, de segmenter un peu les choses. Donc je reprends tout de suite.